N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Nous allons commencer dans quelques instants. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir commencer puisque nous avons énormément de choses à aborder cet après-midi. Donc, ne perdons pas de temps. Une fois de plus, bienvenue à toutes, à tous. Je suis Carlos Asunsolo de l'équipe Climat-Environnement à Namati. Et je suis ravie d'être là au nom du réseau de justice mondiale. Je suis heureux de vous accueillir au sein de cet espace de conversation pour tout le monde. Avant de commencer, quelques petits rappels. Cet appel dispose d'un service d'interprétation en anglais, espagnol, français et birman. Donc, si vous voulez l'appliquer et l'activer, ce service d'interprétation, vous allez au bas de votre écran, vous verrez un globe, petit cercle avec trois petits points. Vous cliquez dessus, se déploiera le menu pour l'option interprétation et les langues disponibles. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous renommer en face de votre nom, mettre la langue dans laquelle vous vous exprimez. Je vous rappelle aussi d'éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas et d'allumer votre caméra si votre connectivité le permet avant d'intervenir. Étant donné que nous sommes extrêmement nombreux et que nous avons un temps limité, nous allons principalement converser de façon interactive à travers le chat. Et donc, vous pourrez y partager des questions auxquelles nous essaierons de donner réponse. Vous pouvez aussi vous adresser à tous les intervenantes et intervenants. N'hésitez pas. Nous recueillerons tout ce que vous mettrez dans le chat. Essayons d'y donner réponse, si ce n'est dans cet espace, après. Tout ce qui se passe pendant l'appel fera l'objet d'un suivi après. Donc, si vous en manquez une partie, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous soyez là et que votre participation soit fructueuse. Donc, alors, avant de commencer, nous aimerions faire un petit sondage très rapide et nous vous demandons, lorsque vous entendez le mot l'expression surveillance communautaire, à votre avis, qu'est-ce qui vous semble le plus proche euh, de ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le fait que les communautés soient attentives aux changements qui se passent autour d'elles, le fait que les communautés recensent les impacts de manière structurée, un processus technique mené principalement par des experts, un outil communautaire qui peut être utilisé pour exiger la prise de mesures ou tout autre élément. Donc, dites-nous, lorsque vous entendez l'expression surveillance communautaire, donc prenez quelques instants pour répondre. Je vois que la deuxième option est peut-être celle qui est la plus votée. L'organisation et le recensement des impacts de manière structurée de la part des communautés, c'est tout à fait logique, mais nous avons maintenant voté à 61%. Il y a aussi l'élément comme quoi les communautés qui sont attentives au changement prennent conscience de ce qui se passe autour d'elles. Alors, nous avons dans la salle ce sentiment de surveillance communautaire qui nous unit. Alors merci, nous allons voir le résultat de cette enquête qui s'affiche donc à l'écran.
OK, donc la plupart du groupe pensent que la surveillance communautaire fait que c'est que les communautés recensent les impacts de manière structurée. Nous allons donc maintenant passer à la partie importante de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, merci d'abord pour vos réponses. Je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui Sienna Merope, qui est co-directrice de l'initiative de justice climatique pour la Caraïbe et pour différents projets de Global Justice Clinic. Elle travaille avec des organisations et partenaires essayent de répondre aux questions de la crise climatique, les impacts socio-économiques, les efforts pour assurer les droits fonciers. Et merci Sienna d'être avec nous. Vous avez été très généreuse pour accepter de participer à cette rencontre, à ce processus. Donc c'est un plaisir de vous avoir. Je vais tout de suite vous passer la parole. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tout le monde et merci d'être là pour prendre part à cette conversation. Carlos, merci pour votre présentation. Merci Anna Mathilde de nous avoir invités aussi à cet appel. Donc, cela dit, je suis Sienna et je travaille avec Global Justice Clinic. Et nous sommes une sorte de laboratoire qui travaille avec des partenaires communautaires pour redresser, éviter les challenges économiques, les questions migratoires, de justice également nous intéressent. Et donc, nous allons modérer ce débat aujourd'hui et essayer d'avoir un panel dynamique avec différents partenaires de Guyane, de d'autres parties aussi du monde qui vont nous expliquer leurs efforts pour résister à certaines pressions et exercer des éléments de surveillance donc communautaire. Et donc l'exercice de la surveillance communautaire signifie qu'on est déjà mobilisé de différentes manières. Donc il y a plusieurs façons de comprendre la surveillance, mais après cette brève introduction, nous allons essayer d'entendre nos experts aujourd'hui. Nous savons que l'activité minière a des impacts très graves pour l'environnement, mais aussi pour les communautés. Et l'un des plus grands challenges des opérations minières, c'est la responsabilité des compagnies et les questions d'information, manque d'information par rapport aux opérations et opérateurs miniers. Sociétés minières et les opérateurs euh, disposent de très grandes informations, de très grand nombre de données par rapport aux impacts de leurs opérations. Il y a aussi les régulateurs gouvernementaux qui ont aussi des informations. Et donc, il s'agit de défier euh, par la surveillance communautaire ces activités pour essayer de recueillir des données utiles, savoir quelles sont celles que l'on peut utiliser d'une manière organisée pour pouvoir prétendre à des actions de responsabilité, de demande de responsabilité. J'ai un écho, je ne sais pas exactement d'où il vient, nous dit Sienna. Bien, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Alors donc, propre en soi de surveillance communautaire, qui est l'objet de cet appel, vise à trouver un équilibre entre les compagnies minières et les communautés, en montrant que les compagnies minières sont vues par les peuples euh, et qu'il doit y avoir une surveillance, la surveillance étant un outil d'organisation pour les communautés. Il faut pour cela de la collaboration entre la connaissance scientifique, les différents types de connaissances technologiques et d'autres éléments, par exemple. Euh,
différents types de matériel. Je crois qu'il est important de dire aussi que la surveillance communautaire n'a pas besoin d'outils spécialisés ni d'expertise particulière. Comme on l'a déjà vu, les communautés peuvent elles-mêmes faire cette surveillance de manière systématique par l'observation et l'enregistrement de ce qu'elles voient au sein de leur territoire. Il s'agit simplement de recueillir du savoir et des connaissances qui vont permettre de documenter les changements en tant que résultat de l'activité minière. Alors, c'est ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction. Il est important pour nous d'avoir cette conversation à l'heure actuelle, avoir une participation qui se veut importante. Notre objectif dans le monde entier, c'est que l'on voit une expansion des intérêts d'exploitation de charbon et aussi de ressources minières. On voit de plus en plus de cas euh, d'impact et donc de communautés qui cherchent à réagir contre les processus extractifs et à aborder les crises que cela provoque. Donc, il s'agit de donner des leçons pratiques autour d'un débat par rapport à tous ces éléments. Et donc, cette introduction faite, j'aimerais aller maintenant plus loin avec nos invités. Nous allons avoir quatre interventions de manière dynamique et structurée, et de façon à partager, comme Carlos l'a dit, chaque série d'interventions sera animée par des questions qui nous permettront de réfléchir. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Il y aura aussi quelques questions un peu plus formelles. Et, hum, et nous allons essayer de donner réponse à toutes les questions possibles. Je vais donc présenter chaque panéliste au fur et à mesure, mais pour que tout le monde puisse savoir un peu comment ça va se passer aujourd'hui, sachez que nous allons d'abord parler de la surveillance communautaire comme outil de prévention dans le contexte foncier et les expériences aussi où les communautés ont réalisé une étude de base en termes de qualité de l'air, de l'eau par rapport aux activités minières avant que celles-ci ne commencent. Ensuite, comment les communautés surveillent et réalisent leur travail dans la pratique, les stratégies qu'elles emploient aussi pour s'assurer que les données soient recueillies et reconnues comme utiles par les acteurs externes de façon à pouvoir être présentées de manière effective aux régulateurs et aux parties prenantes diverses et variées. On verra des exemples de Guyane notamment et autres. Et puis finalement, nous en saurons plus par rapport à la surveillance communautaire et la contribution à la confection d'un mouvement d'efforts qui vont au-delà d'une communauté spécifique et d'un contexte unique. Cela dit donc, nous allons maintenant commencer avec notre premier panéliste. Nous allons avoir James ou Henri Jean-Pierre qui va co-présenter une intervention, une surveillance communautaire en tant qu'outil préventif. James, euh, nous avons une question, une première question. Nous vous animons à réfléchir et à répondre dans le chat. La question est quelles sont les informations qui permettent aux communautés de se documenter de façon euh, précoce par rapport aux risques miniers ou autres activités. Donc, je vous demande aussi bien Jean-Pierre que Beth de nous donner vos impressions. Et d'entrée de jeu, j'en profite pour saluer toute l'équipe qui sont à la base de cette initiative, cet échange. Eh bien, Veuillez attendre un tout petit moment, s'il vous plaît. Nous allons voir ces questions. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Euh, je, c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment le temps de vous présenter le travail que vous faites et je vais le faire maintenant. Donc, je rappelle que vous allez intervenir en français. Si vous n'êtes donc pas francophone, n'hésitez pas à aller sur la fonction interprétation et à vous brancher sur le canal anglais pour nous entendre. Donc, James, merci beaucoup d'être là avec nous. Et
En tant qu'activiste de droits humains et spécialiste des situations de crise et de la communication, vous travaillez donc avec Global Justice Clinic depuis un certain temps déjà sur différents programmes et autres éléments de recherche, donc à travers différents projets. Et donc, vous êtes idéologiste, vous êtes aussi spécialiste de euh, tout ceci. Quant à Beth Hogland, elle est spécialiste des ressources hydriques et des activités minières et leur impact sur le climat dans différents endroits du monde. Donc, maintenant que je vous ai présenté tous deux, nous allons passer à vous. Donc, James, allez-y. Par une première question. Comme je l'ai dit, et vous faites partie d'une équipe, d'après ce que j'ai compris, qui est la première et qui mène la première étude en première ligne de base, qui vise à documenter les conditions de travail avant qu'une activité minière ne démarre et l'étude a documenté la disponibilité des ressources. Donc la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez décider de documenter ces conditions avant le début des activités minières. C'est à vous. Ok, bonjour et puis bonsoir. Je suis très content d'être avec vous. Il faut dire que cette activité est extrêmement intéressante dans la mesure où elle permet aux citoyens du monde entier de se rencontrer pour discuter sur une question d'intérêt mondial, la question de l'environnement, la question de minière, tenant compte des rapports de liens qui existent entre l'activité minière et l'environnement par rapport aux différents impacts. Il faut dire par rapport à la question que et j'ai à intervenir sur la prévention, mais il faut dire que pour parler de la prévention, il faudrait bien situer cette question. Ça fait partie de l'un des principes du droit de l'environnement, c'est le principe de la prévention. Ce principe veut quoi? C'est que avant même l'accomplissement ou du moins la matérialisation d'un projet minier ou du moins d'un projet qui va avoir de l'impact sur l'environnement, eh bien, on fait quoi? On essaye de rechercher des informations, d'enquêter sur les potentiels impacts à travers des études d'impact et de là, en lieu et place de réagir après les dégâts, eh bien, la prévention nous permet quoi? La prévention nous permet d'anticiper. Donc, si on veut parler de l'expérience qu'on a eue en rapport avec le principe de la prévention, il faudrait bien situer ça dans ce contexte car parler de l'étude qu'on a réalisée en Haïti avec les noyaux de l'Université de New York et d'autres institutions et les membres de la communauté ciblée, cela exige une très bonne compréhension, si vous voulez, du principe de la prévention. Car même si on parle de la responsabilité, mais après, la responsabilité va donc nous amener à engager la responsabilité de qui? De la compagnie. Donc, les informations préliminaires sont beaucoup plus importantes. Donc, les, les travaux réalisés dans les communautés à travers les surveillances, d'abord, il faut une très bonne connaissance de la communauté. Donc, les travaux de surveillance qu'on réalise avec la communauté, eh bien, ces travaux nous aident à faire quoi? Nous aident à contrôler l'évolution de certains éléments faisant partie de l'environnement. Par exemple, nous savons tous que les activités minières engendrent des impacts sur l'eau. Ouais. Eh bien, avant même que les activités minières commencent, nous faisons quoi? Nous décidons de mener des investigations, des recherches, de contrôler l'eau dans la communauté. De contrôler l'eau à deux niveaux, en termes de quantité d'eau disponible et en termes de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, on a fait ça à travers quoi? À travers des tests qu'on a réalisés dans la périmètre où le permis d'exploitation a été octroyé, eh bien, pour voir est-ce qu'il y a des métaux lourds dans l'eau, est-ce qu'il y a des substances chimiques dans l'eau, et on a essayé également de voir est-ce qu'il y a la présence d'autres substances qui ne sont pas nécessairement des substances chimiques
sur, dans l'eau et on a travaillé avec ça et partagé ces données, ces informations aux communautés. Eh bien, on a systématisé, parce que dans la surveillance, dans la ligne de base, il faut systématiser l'information. Si on veut réaliser, si vous voulez, du monitoring, de la surveillance dans les communautés, on ne peut pas faire ça dans une semaine, dans un mois. Il faut systématiser, il faut faire ça à répétition pour pouvoir vérifier véritablement la présence d'une substance chimique dans l'eau. Ça, c'est du point de vue de la qualité de l'eau. Mais du point de vue de la quantité de l'eau, eh bien, avec l'aide des géologues, des techniciens en la matière, nous avons fait quoi? Nous avons essayé de contrôler le débit de l'eau. Ça nous permet de voir la quantité d'eau qui coule et toutes ces informations maintenues dans l'île de base, systématisées, eh bien, nous gardons ces informations, nous partageons ces informations. En gros, si vous voulez, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Merci beaucoup pour avoir expliqué si clairement votre procédé et cette façon d'anticiper les impacts par l'instauration d'une surveillance. Alors maintenant, je sais que vous avez déjà abordé cela. Il y a trois séries d'actions dans les scientifiques. euh, la justice, justice clinique, les membres de la communauté. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le rôle des membres de la communauté et du travail qu'ils ont piloté au cours de l'étude? Eh bien, lorsqu'on parle des travaux dans les communautés, cela explique la combinaison, la présence des différents acteurs. Les communautés ont réalisé un travail et de la préparation de terrain, faciliter les rencontres communautaires avant l'arrivée des scientifiques, des autres compétences, des personnes qui ont d'autres compétences qui viennent de très souvent pour accompagner les communautés. Donc, il organise des rencontres communautaires pour expliquer. Il y aura la présence des amis, des partenaires et ces personnes-là seront là pour réaliser tel ou tel travail. Et une fois arrivés sur les lieux, eh bien, il faut dire que les membres de la communauté participent à la fois dans les travaux techniques, par exemple. Je me rappelle lorsqu'on a utilisé une technologie pour qu'on puisse et prendre les points d'eau pour prendre pour réaliser des statistiques, des enquêtes sur le nombre d'habitants vivant dans les communautés, eh bien, on n'a pas fait ça entre les scientifiques, eh bien, on a fait ça de concert avec les membres d'organisations faisant partie de la communauté. Donc, tout ceci, c'est pour dire que parlant de la prévention, il y a un autre principe qui est extrêmement important, c'est le principe de la participation et de l'information. Donc, même si au sein de la communauté, il n'y a pas de géologues, il n'y a pas de techniciens, des chimistes, mais ces personnes-là contribuent largement dans l'étude par rapport à quoi? Parce que ces personnes-là, ils ont impliqué dans les différents moments, par exemple, on a téléchargé, on a, on a transmis les connaissances sur comment utiliser les technologies avec les membres des communautés et les techniciens, les spécialistes qui mènent les questionnaires qui étaient généralement des universitaires, des étudiants, eh bien, les membres des communautés accompagnent chaque étudiant. C'est-à-dire, il y avait un transfert de connaissances, de savoir. Ça, c'était la responsabilité de la communauté. Eh bien, pour l'équipe de Les Noyaux, eh bien, Les Noyaux avaient la responsabilité de faciliter l'arrivée des scientifiques, des techniciens, des géologues sur le terrain pour pouvoir réaliser les tests, pour pouvoir réaliser les travaux techniques. Et ce travail a été fait et nous autres, qui faisaient partie d'autres organisations de la société civile haïtienne, eh bien, notre travail consistait à faciliter le lien entre la communauté et un noyau et les techniciens pour que le rapport puisse être bien avancé et tout a été réalisé super bien. Merci d'avoir partagé. On voit effectivement qu'il y a différents types de connaissances qui sont partagées. Alors, ma dernière question peut-être pour vous, c'est quelle serait
les avantages de cette étude. Très bien. Et il faut dire que les avantages de cette étude, on peut les classer en trois niveaux. D'abord, l'étude a permis aux membres des communautés de savoir et d'approfondir la connaissance sur la réalité de l'eau dans la communauté. Eh bien, cette expérience nous a permis quoi? À identifier la présence des substances dans l'eau. Par exemple, étant donné là où on a réalisé l'étude, c'est un milieu rural, eh bien, on utilise de l'engrais dans l'agriculture. Eh bien, grâce à l'étude, eh bien, on a identifié la présence d'une substance chimique qu'on appelle nitrate, une forte quantité de nitrate. Eh bien, grâce à l'étude, eh bien, la communauté a identifié cela. Eh bien, cette présence de nitrate dans l'eau, eh bien, les membres d'organisation de la communauté ont contacté une institution qui travaille en Haïti sur l'eau. Eh bien, cette institution a fait une intervention. Grâce à ce travail, eh bien, on a facilité la rencontre des membres des communautés, des ONG, des institutions qui travaillent sur l'eau et sur le droit à l'eau en Haïti. Eh bien, cette initiative a facilité cette rencontre. Deuxièmement, il faut dire que cet impact a fait quoi? Eh bien, cet impact, en termes d'impact, cette activité a permis une grande mobilisation communautaire sur les différents changements perpétrés dans l'eau et dans l'environnement. Et ce changement a permis, après la prise de tests, et on a réalisé des tests sur le point de l'eau, etc. Eh bien, ce travail a permis quoi? Après, eh bien, les membres de la communauté se sont réunis pour planifier d'autres actions en dehors de l'étude. En troisième lieu, et pour finir sur ce point, c'est que cette étude a permis à la communauté de collecter un ensemble d'informations sur la réalité de l'air qu'on respire, sur la réalité de l'eau en termes de quantité et qualité. Et toutes ces informations sont compilées dans ce qu'on appelle une base de données, ligne de base, et ces informations seront utilisées dans la mesure où les compagnies minières arrivent et commencent l'extraction minière. Et s'il y a des impacts dans l'eau, s'il y a des impacts dans l'environnement, eh bien, les communautés pourront utiliser ces informations pour poursuivre la compagnie en justice. Et tout cela va donc servir de preuve parce qu'au tribunal, on ne pourra pas discuter en fonction des opinions. Il faut avoir des évidences. Et tout cela va utiliser comme évidence au tribunal. C'est-à-dire, pour terminer sur ce point, c'est que ce travail nous a permis de réaliser, de poser des actes pendant et après, et on va s'en servir jusqu'à la présence des compagnies et si ça arrive un jour au tribunal. Merci. C'est extrêmement puissant ce que vous venez de nous expliquer. Je suis frappée par le fait que c'est pas uniquement la future mobilisation auprès des compagnies minières, mais permettre à la communauté aussi de se mobiliser, de recueillir des données pour avoir un soutien et des éléments, des arguments auprès des régulateurs. Alors, merci pour ce partage. Beth, je vais vous donner la parole. Donc, James a parlé de comment réunir différents types de connaissances et je voulais de vous inviter en tant que scientifique à complémenter cela. Quelle a été la valeur de la connaissance de la communauté dans l'étude de l'eau et de quelle manière les communautés ont organisé, vous ont aidé sur le terrain comme scientiste. Oui, merci Sienna, c'est vraiment super d'être avec vous tous aujourd'hui, que ce soit le matin ou le soir. Donc, merci James d'avoir préparé cet espace. Donc, la communauté de connaissances était essentielle pour développer cette référence. Il y a des outils scientifiques de satellites ou d'autres, des rapports, des articles qui existent, mais
qui ne nous donne pas des informations très locales sur l'utilisation des terres ou des ressources qui peuvent nous être données par les communautés via leur expérience. Donc, même s'il peut y avoir un nom du ruisseau, peut-être qu'on ne sait pas d'où vient le nom de ce ruisseau. Donc, il y a des données comme ça que les communautés ne peuvent nous apporter. Un exemple spécifique de ce que a fait la communauté avant de commencer le soutien, on a réuni des données, un inventaire, des informations comme combien de personnes vivaient dans chaque foyer, la première source d'eau, la localisation des ressources en eau, dont beaucoup de familles dépendaient, qu'est-ce qui était utilisé pour pêcher, pour se baigner. Donc, ces données étaient essentielles parce que ça nous permettait à l'équipe scientifique et de la communauté de nous réunir, qui nous permettait d'établir des priorités sur le suivi des localisations. Vous voyez une image là où on a décidé que serait intéressant de prendre des échantillons de façon limitée pour l'analyse en laboratoire de nutriments comme l'azote, métaux lourds, etc. On a aussi pensé que c'était intéressant d'installer des tuyaux, des capteurs pour avoir des mesures à long terme, les niveaux d'eau pendant une année. Et puis, notre localisation, on a décidé collectivement que ce serait bien de surveiller les ressources en eau de manière fréquente et régulière. Et ça a été des leaders de communauté qui se sont mis à la tête de ce projet avec les mesures fréquentes et régulières. Tous les quelques mois, nous avons synthétisé ces données pour avoir ces séries de données solides. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais poser une question assez générale. Excusez-moi. Vous avez parlé un petit peu de ce que vous voyez, d'avoir des études basées sur la communauté, dans l'extractivisme des activités minières. Oui, il y a beaucoup de, il n'y a pas tant de différence parce que ça nous donne des preuves, des perspectives. Dans beaucoup de cas, s'il y a des données préalables, c'est l'entreprise minière qui les a basées sur leurs priorités. Et donc, ce que l'on veut, c'est insister sur la priorité des communautés dans la collecte de données. Ça peut... Et la preuve, ces données ne sont pas toujours publiques, donc c'est précieux pour la communauté de mm, sentir de ce qu'ils s'approprient ces données, parce que s'il y a des dommages ou des problèmes avec les ressources, et il y a des preuves avec toutes ces données. Oui, merci beaucoup, Jason, euh, pour oui, nous avoir apporté euh, cette conversation avant la suivante. Donc, on va passer à l'étape suivante de la conversation sur le suivi dans les communautés, dans le contexte de l'extraction minière. Intervenant suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est Tosha Nicolas Fredericks qui vient de Ground Truthing, qui vient de Spotlight. Oui. Donc, maintenant, on a une question qui va nous guider. Quelle serait une manière dont les communautés font le suivi déjà des activités, de ce qui pourrait impliquer des dommages? Donc, je vais vous laisser un petit peu y réfléchir avant d'introduire la suite.
Donc, on, donc, on va bien sûr réfléchir sur ces questions, sur vos commentaires. En attendant, donc, Toshao Nicolas Frédérix fait partie des communautés indigènes la Guyane. Il est aussi leader d'un village né parmi nombre de rôles. Il est très impliqué dans le SRDC et dans ce travail pour faire le suivi des territoires et pour utiliser les données générées par les communautés pour défendre les droits des communautés dans le contexte de l'extraction d'or. Donc, j'espère que la connexion va bien marcher. Donc, il parlait de ce programme de suivi, comment ça marche dans la pratique et comment vous, dans SRDC, vous avez pu utiliser les données générées. J'espère que, que vous êtes bien. Peut-être que vous allez pouvoir activer la caméra. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, de vous parler de notre... Oui, alors, Tushar, oui, je vais vous inviter de vous arrêter de temps en temps hein, pour voir où vous en êtes. Donc, je vous appelle donc cette colonie d'Amérique du Sud. Je suis fais partie d'un conseil de représentation de nos communautés. Donc, vous voulez parler du suivi de la part des communautés. Notre conseil district comprend 28 communautés autochtones de Guyana. Nous sommes une entité juridique selon la loi de 2006. Ce que l'on fait, une des choses que l'on fait ici, c'est nous faisons du suivi de la part des communautés. Il y a deux zones principales, notamment autour de l'extraction minière dans le sud de notre colonie. Et on fait le suivi aussi les frontières du Brésil, entre la Guyane et le Brésil, parce qu'il y a de la contrebande illégale qui a lieu là. Ces programmes étaient dérivés après beaucoup d'années, depuis 2008, le développement d'un plan de suivi. En 2002, nous avons fait un mapping d'utilisation de ressources dans nos zones écologiques. Ces informations de cartographie ont été très utiles pour identifier des zones vulnérables où il fallait un suivi. En 2012, en 2013, nos communautés se sont mises d'accord qu'il fallait exercer un suivi dans ces territoires et nous avons commencé à observer les zones d'extraction minière de Marodi. Ces zones se sont étendues. Nous avons identifié des zones clés où nos personnes chargées de la surveillance allaient se rendre avec les équipements que nous avons. Merci, grâce à la clinique de justice, nous avons pu avoir accès à certains instruments qui nous ont vraiment aidés pour collecter les données. Comme programme de suivi communautaire, il est essentiel d'avoir des partenaires internationaux et des technologies qui peuvent nous aider à collecter les données, mais à analyser les données afin de détailler notre plaidoyer. Grâce à ce programme de suivi,
nous avons pu renforcer nos capacités grâce à différentes formations et nous continuons à le faire. Nous continuons à nous former pour renforcer nos capacités. Les personnes chargées de la surveillance connaissent beaucoup bien, très bien la zone. Ce sont des personnes qui connaissent la vie sauvage, les criques, les lacs, des bushmen, des gens qui connaissent vraiment euh, cet environnement. Et ça, en soi, ça aide beaucoup parce que ce sont des gens qui ont grandi dans ces forêts, qui ont euh, parcouru ces forêts depuis des générations et c'est important. Donc, notre programme de suivi est développé pour soutenir les communautés afin qu'ils puissent gérer les questions foncières, minières. Comme j'ai dit auparavant, nous avons des partenaires techniques qui continuent à collaborer avec nous, les institutions comme la Global Justice Clinic. Nous allons continuer à développer ce programme de suivi. Beaucoup de données ont été collectées depuis 2012, mais le problème, c'était qu'est-ce que on fait avec toutes ces données? Avec nos partenaires, on a pu les replacer dans un contexte. Nous avons produit un rapport sur 5 ans que nous utilisons dans les pourparlers avec le gouvernement à haut niveau, avec le président lui-même et avec les ministères. Comme il y a un but de pourcentage de protection des forêts euh, à haut niveau, et ces données collectées nous ont vraiment aidé dans les discussions à haut niveau. Les données collectées sont utilisées dans les pourparlers qui a permis la création d'un conseil des forêts. Notre forêt a été protégée depuis des générations par nos peuples. Il y a un plan de gestion, de suivi. J'essaierai de vous faire passer ces plans de gestion territoriale. Ça parle de développement, de l'établissement de ce conseil des forêts. On a donc été en pourparlers avec le gouvernement. Une nouvelle réunion va se tenir. On leur montre quelles sont les zones qui doivent être protégées. Pourquoi? Les données nous aident beaucoup à inciter, à inviter à protéger les forêts. Moi, si j'ai encore du temps. Et puis, nous aidons aussi les communautés à réclamer des terres. Par exemple, certains de nos leaders ont déjà réclamé la propriété, mais année après année, nous n'avons reçu qu'une petite partie des titres sur notre territoire. Donc, nous continuons à mener un plaidoyer pour la reconnaissance légale de nos territoires. Nous faisons également, nous menons un programme de protection des eaux. Ceci nous permet de justifier pourquoi ce programme de protection des eaux doit être reconnu au niveau national. Nous avons aussi montré des preuves de déforestation, d'extraction minière illégale. Vous allez le voir sur la prochaine diapositive. Nous avons pu attirer l'attention du gouvernement. Il a créé une commission de géologues qui constitue une entité
institutionnelle. Hmm, Mais malgré tout, il y a beaucoup de problèmes, notamment sociaux. Donc, grâce à notre travail, nous avons pu identifier des niveaux d'analyse mesurer l'impact de l'extraction minière sur notre peuple. Ce qui était alarmant, c'est qu'un de nos villages a un très haut niveau de mercure, bien au-delà des niveaux prescrits par l'OMS. Et nous avons pu utiliser ces preuves euh, pour avoir une influence sur pour parler. Oui, ciao. Donc, je vais vous laisser encore 2 minutes pour conclure. Je vous invite à, à expliquer comment vous avez utilisé les données de manière proactivement. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple sur comment vous avez pu répliquer face aux législateurs et comment vous voyez ce genre d'études, comment faire que ces données soient prises au sérieux par les gouvernements. Je sais que c'est très vaste. Je vous donne 2 minutes. Avec ces données, donc, nous avons pu, oui, euh, vous pouvez répéter la question? Comment vous avez fait en sorte que les données soient prises au sérieux? Comment le gouvernement a reculé? Donc, on a utilisé les forums internationaux. Également, nous avons envoyé ces informations à la Cour des droits humains de l'ONU, la Commission américaine. Nous leur avons envoyé ces données et ils ont interpellé les gouvernements pour qu'ils travaillent avec les peuples autochtones. Et via nos programmes, nous avons contacté une agence de protection de l'environnement afin que le ministère des Ressources naturelles et le président lisent le rapport et que ces agences puissent prendre des actions en base à ce rapport. Nous voulons aussi que nos programmes soient reconnus et qu'un mémorandum soit développé avec GTMC, entre autres, pour établir une collaboration sur la zone du Burundi. Les données ont donc été utilisées pour exercer une pression sur le gouvernement au niveau national et international. Ça nous a également permis de commencer à formuler des documents d'accord sur le suivi de la part des communautés. Oui, merci de nous avoir décrit comment ça marche, les pratiques, des données face à l'extraction minière. Et c'était vraiment très fort, hein. C'est que les données de suivi ont été utilisées comme la valeur de vos eaux, de vos forêts, de manière proactive afin de promouvoir une vision de conservation préventive. Donc, nous allons passer maintenant à Abuna Ibrahim, du mouvement euh, de Advocates for Community Alternatives. Donc, pour que les données collectées soient reconnues en externe. Donc, la question qui va nous guider dans cette discussion, quel serait un défi auquel font face les communautés quand elles veulent avoir de la documentation sur les dommages de l'extraction minière? Donc, en tout cas, merci hein, si vous postez des questions dans le chat. Hein. Donc, on les lit et on les complète. Donc, Ibrahim Kwabina est géologue. Il a été formé par l'Université du Ghana. Il a travaillé à beaucoup différentes entreprises minières en Afrique. Il connaît bien les processus, les activités avec différentes explorations minières. Il est expert
en impact environnemental et en suivi environnemental. Donc, merci beaucoup de partager votre expérience avec nous. Donc, je vais commencer par une question. Quand les communautés observent des impacts, comment vous les aidez dans les préoccupations qu'elles ont pour prendre la décision de ce qui doit être documenté ou sur ce quoi il faut faire le suivi? Merci beaucoup, Sienna. Merci pour cette question. Bien, le point de départ, c'est à partir de l'observation pour que les communautés soient prises au sérieux. On ne commence pas par dire aux communautés quel est le problème d'après nous. On leur demande d'abord, on leur pose d'abord une série de questions afin de savoir ce qu'ils observent, ce qui se passe, quand est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui a changé et quel a été l'impact sur les communautés. À partir de là, on formule une question claire de suivi. Par exemple, dans la communauté de Mandoué, il y avait un consensus sur les changements environnementaux en termes de terres agricoles et des eaux. C'est, il y avait des problématiques en amont, des activités minières. Les eaux étaient troubles. On essayait de déterminer ce qui devait être, testé et documenté. On se demandait quels avaient été les changements en qualité, quelles avaient été les zones qui avaient été affectées, les sols, les zones qui ont été, utilisées heu, pour l'agriculture, quels étaient les signes de pollution. Donc, auprès des communautés, l'équipe technique, détermine le type d'analyse, pour répondre à ces questions. Donc le process tel que je le vois, c'est que la communauté, s'approprie les questions et ensuite il y en a une collecte de preuves et une interprétation. Donc il y a bien sûr, des tests laboratoires, mais pas toujours. Il peut y avoir des photographies, des interviews ou des mesures simples, pour établir, certains changements. Et en laboratoire, c'est important quand il faut tester des substances, des questions plus scientifiques. En résumé, c'est, comment, nous pouvons, procéder, je pense. Donc, voilà, ce processus, clair, ce qui est important, c'est que toutes, les problématiques ne requièrent pas toujours, les mêmes instruments. Un exemple, peut-être, vous avez été impliqué dans un projet Simandou, de la communauté Simandou. À partir de cet exemple, quels étaient les choix pratiques que vous avez faits ensemble qui ont permis de renforcer la crédibilité des preuves, et en faisant en sorte que ce processus, soit toujours détenu par les communautés et aux mains des communautés? Merci pour cette, excellente question. Donc, ce processus doit être transparent et avec redevabilité. Le suivi peut être compliqué, mais on essaie de le simplifier. Dans la zone sous Manduec, il y a des observations avec, des procédures, scientifiques, heu, faciles à mettre en œuvre avec des coordonnées de GPS, des échantillons
et des procédures. On utilise ces analyses quand c'est nécessaire. On a aussi comparé les analyses avec, les, qualités environnementales, que ce soit dans le sol ou, dans les eaux. Ça nous donne des preuves et une base, solide quand les communautés, participent à des conversations à différents niveaux. Quand la rigueur technique, est nécessaire, c'est, pas forcément que c'est pas accessible, aux communautés. Les membres de la communauté, peuvent participer de manière, significative, pour identifier, ce qui est nécessaire, pour documenter, pour, noter des coordonnées GPS, pour faire la maintenance. Tout ce qui est l'analyse en laboratoire sont généralement menées par des équipes techniques. Mmh, une leçon que l'on a apprise à Simandou dans ce travail, c'est l'importance d'être honnête de ce que les données peuvent nous dire et de ce qu'elles ne peuvent pas nous dire. Par exemple, pour identifier la pollution, il y a différentes, dans, certaines zones et on ne peut pas toujours, voir la source de chaque, contaminant. Dans cette zone-là et de ce qui se passait avec les semences, concrètement, il y avait des limitations. Donc pour la crédibilité, si on doit être transparent et il ne faut pas faire dire, aux données, plus que ce qu'elles peuvent nous donner comme preuve. Mmh. Et ça doit être suffisamment pour que les communautés, puis suffisamment, rigoureux pour que les communautés puissent participer, mais donner suffisamment de crédibilité scientifique. Voilà comment je répondrai à votre question. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment intéressant de souligner que c'est la complexité du processus, n'empêche pas la transparence, la systématisation. Merci aussi d'avoir insisté sur la pertinence, des tests par rapport aux standards, afin de collecter des données, qui sont, contraignants au niveau légal. Donc ma dernière question, serait quelles sont les leçons que vous pourriez retenir pour que les preuves techniques soient pertinentes face aux législateurs, aux entreprises? Merci, Sénat. Pour moi, la leçon à retenir, vraiment, c'est que les communautés peuvent, collecter des preuves et on peut les aider à définir, ce qui va être documenté et refléter un une problématique, un problème auquel quelqu'un doit répondre. Le travail, c'est pas forcément ce qui va se trouver dans le rapport. On est d'aide à identifier les bonnes localisations, là où il faudra faire le suivi et les conclusions donnent une base aux communautés, aux sociétés civiles pour, être sensibilisés et je voudrais insister que dès le début, du processus de suivi, avant même de collecter des données, il faut se demander qui aura besoin de ces preuves et quelles sont les décisions d'action nécessaires. Ça affecte la manière de documenter les preuves et le niveau de qualité requis. Votre leçon, le suivi de la part, des communautés ne doit pas être un exercice ponctuel. Les conditions changent. Un échantillon ponctuel, donne, une information limitée. Dans le cas dont on parlait, les limitations des échantillons nous ont invités à élargir
le suivi à d'autres variables. Une preuve qui peut être utile doit être pertinent sur un temps long. Les communautés doivent pouvoir dire ce qu'elles observent, ce qui change et comment les autorités ou les entreprises doivent répondre. Quel est l'objectif? C'est pas forcément de produire des rapports scientifiques. Ce que l'on veut, c'est donner aux communautés des preuves et qui leur permettront de poser de meilleures questions, de réclamer, d'avoir un impact sur les preneurs de décision et de promouvoir, de demander des actions. Donc, pour moi, c'est pas juste une affaire scientifique, c'est pour permettre aux communautés de tirer parti de ce qu'elles observent déjà et ce doit permettre de générer des preuves crédibles qui mènent à l'action. Voilà, certaines, mmh, personnes, en lien avec, les terres, les ressources, travaillent à clarifier, à amener les choses. Alors c'est bien ce travail, mais bien sûr les ressources, sont loin d'être suffisantes, pour ce faire. Merci, pour toute, cette, clarté. La dernière présentation maintenant par rapport à la contribution des communautés en termes de responsabilité et de plaidoyer. Donc, une question que je vais mettre dans le chat. Dans votre contexte, euh, quand il y a une demande, les preuves communautaires peuvent avoir des effets par rapport aux communautés extractives. Quels sont ces éléments de redevabilité et d'effectivité de la part des communautés? Alors, est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question, s'il vous plaît, qui était dans le chat? Chad? Alors, je ne sais pas, je crois qu'il va falloir vous limiter un petit peu en termes de temps, mais voilà, ben, je ne sais, donc vous êtes responsable à Earthwork. Votre travail s'occupe de promouvoir et dignifier le travail et soutenir les communautés qui sont un petit peu dans l'ombre. Vous vous occupez d'une orientation de sécurité et de gestion. Elle partagera des données plus poussées ensuite. Vous avez travaillé des organisations à base communautaire et nationale en Amérique centrale. John, je vais faire la même chose qu'avec les autres intervenants. La question, c'est d'après votre expérience, comment la surveillance communautaire peut combler des lacunes de connaissances dans les activités. Alors, eh bien, merci. Merci beaucoup. De m'avoir invité aujourd'hui. Merci aux personnes qui m'ont précédé pour les informations très intéressantes qui ont été données. Et donc, je crois que il s'agit de bien s'ancrer d'abord pour être plus fort. Les communautés mondiales et les communautés locales savent le mieux ce qui se passe dans leur région et comment gérer les choses. C'est pour cela que la surveillance communautaire, c'est un outil qui va permettre aux communautés de faire ce qu'elles savent mieux le faire, le mieux faire. Et c'est vrai que c'est important. Et l'autre élément de base, c'est que l'industrie minière, c'est une industrie qui se base sur l'externalisation des coûts. Et donc, euh, il y a souvent des questions d'évaluation d'impact, etc., dans l'industrie des compagnies minières. Elles regardent évidemment leurs principes, leurs bons intérêts et elles essayent mais il faut parler des impacts pour l'environnement, etc. Et c'est là que la surveillance communautaire peut intervenir en tant qu'outil important. C'est pour pouvoir avoir un modèle qui soit beaucoup plus efficace. Euh,
Et je crois que ce que je dois souligner, c'est qu'il y a une dimension locale des communautés. Euh, Ce sont des communautés rurales du monde entier qui font face aux mêmes nécessités d'organisation en ce sens. Et pour cela, eh bien, il y a un business model et une industrie. L'industrie minière, en ce sens, il est notoirement connu qu'elle ne publie pas d'informations. Les gouvernements souvent gardent les informations, ils les tiennent confidentielles, etc. Cela est bien connu. Donc, la surveillance communautaire aide à combler les lacunes au niveau local, ces lacunes d'information, ce qui nous permet de savoir où on en est. Et donc, euh, tout ceci fait qu'il y a en fait souvent une différence entre ce qui se passe et qu'on nous dit. Et donc, on ne sait pas toujours. Les estimations, c'est que euh, un certain nombre ne documentent pas leurs activités. Donc, les communautés se chargent de documenter. euh, Parce que les communautés minières savent un certain nombre de choses, mais elles ne les partagent pas. Et donc, les communautés doivent se mobiliser pour surveiller, évaluer, euh, documenter et donc ainsi combler les écarts existants. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre ce qu'une compagnie minière dit et ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Comme on l'a vu au cours d'autres présentations. Et ça, c'est une grande partie du problème. Et en 2006, il y a eu une étude qui a conclu que euh, dans les propositions et les documents, les entreprises n'allaient pas avoir d'effet sur les standards de qualité de l'eau, par exemple, qu'elles allaient toutes les respecter à 100% dans leurs activités. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Puisque 67% des mines, des activités minières ont conduit à des éléments de pollution euh, hydrique. Et montre donc que l'industrie minière ne fait pas un bon travail de prédiction et que au niveau de la réglementation, les choses ne sont pas respectées. Ce qui fait que euh, pour pouvoir faire intervenir les communautés et réglementer l'industrie minière, il faut avoir des règlements qui sont contraignants. Pour pouvoir mieux protéger les communautés, l'environnement, il faut avoir des mécanismes de sanctions des entreprises lorsqu'elles dépassent les normes établies et pouvoir réaliser un suivi adéquat tout au long de la chaîne de valeur. euh, Jusqu'aux acheteurs des minéraux et depuis l'extraction elle-même. Tout ceci doit atteindre donc tous les niveaux, tous les processus de cette chaîne. Merci beaucoup de nous avoir éclairci sur ce sujet. Donc, on voit bien le rapport avec l'objectif de cette rencontre. Si vous pouvez nous situer les choses par rapport à certains exemples pour voir comment les communautés avec une base provante peuvent aider à renforcer le mouvement. Alors moi, pour cela, je vais partager quelques éléments. D'abord, l'un d'entre eux vient d'une défaillance d'un barrage au Brésil où il n'y a pas de réponse mondiale à la tragédie qui s'est produite et donc il y a eu un effondrement. 272 personnes ont perdu la vie. Beaucoup de kilomètres du fleuve ont été impactés. Donc, les sources hydriques pour 3 millions de personnes dans la région. Donc, une destruction massive. Il y a une réponse mondiale des Nations Unies, des communautés, etc., même au niveau diplomatique. Et puis, il y a eu une réponse des communautés qui vivaient cette tragédie près des barrages miniers. Et en fait, les communautés savaient.
qu'il y avait un impact sur l'eau, sur les terres, sur l'agriculture, la pêche, sur tous ces domaines et ils avaient beaucoup. Et c'est vrai que la réponse de la société civile a beaucoup surpris avec les partenaires donc et d'autres experts techniques. euh, une série de courriers ont donné lieu à des suggestions, des orientations, un manuel pour mieux gérer les déchets miniers qui sont le fruit des expériences des différentes communautés qui se trouvent en première ligne, comme aussi les peuples autochtones. Interviennent les représentants des syndicats de façon à garantir euh, que ces éléments pouvaient être aptes à répondre aux nécessités des personnes sur le terrain et donc le fait que les communautés qui allaient documenter les dommages provoqués par ces déchets et la capacité de partager ces données a permis aux communautés finalement de d'avoir ce document d'avoir un document qui reprend les situations réelles existant sur le terrain, qui leur correspondent véritablement et en ce qui concerne les entreprises qui achètent les minéraux et les organisations de la société civile, sont en cours de négociation avec différentes entreprises qui achètent des minerais pour pouvoir, eh bien, créer, par exemple, des piles, des batteries pour les véhicules électriques. Et ils, euh, d'après le niveau d'engagement de ces entreprises, elles font campagne auprès de ces entreprises pour mesurer l'impact de ces entreprises, pour pouvoir aussi voir comment négocier avec l'industrie, par exemple automobile. Cela inclut des études de cas et les communautés aussi donnent des informations à cette coalition par rapport à ce qu'il faut couvrir comme élément pour, eh bien, euh, avoir une véritable redevabilité par rapport aux actions. Donc, il y a une communauté en Argentine qui se trouve près d'une entreprise aurifère. Il y a eu des fuites qui ont été observées, des petites catastrophes. Euh, liés aux déchets qui n'ont pas été reconnus ni par le gouvernement, ni par l'entreprise, ni par la société minière. Quand on a entendu ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé, les communautés se sont alliées à d'autres communautés affectées par la même entreprise et elles ont commencé à faire pression conjointement sur des investisseurs. Et donc, l'entreprise en question s'est vu exiger la réalisation d'une évaluation des impacts au niveau des ressources hydriques et de sa pollution. Et donc, cela a permis d'exiger aux investisseurs euh, que l'entreprise euh, réalise une surveillance plus efficace. Euh, L'entreprise se devait de réaliser une évaluation de la qualité de l'eau et publier les données, donc les données avec les communautés pour réaliser pour pouvoir éventuellement traduire en justice les entreprises au besoin. C'était formidable, effectivement, Chan, pour ces exemples véritablement pratiques et concrets qui sont une vraie source d'inspiration pour nous où les communautés euh, donnent de l'élan à tout ceci et dynamise ces réponses. Il nous reste une quinzaine de minutes pour notre webinaire. Si toutes les réponses ne sont pas données aujourd'hui, nous pourrons nous en occuper un petit peu plus en avant par email. Je vais maintenant donner la parole à vous toutes et tous. Nous faisons des questions pour tout le monde. Première question pour Jeanne, c'est la suivante. Quels sont les protocoles minimums que l'on peut avoir pour que ces données générées par les communautés soient considérées crédibles et efficaces, de sorte à pouvoir affronter les entreprises régulateurs, etc.
Donc, oui, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Plusieurs participants ont demandé. Est-ce quels sont les protocoles minimums et les standards des données pour que les questions soient suffisamment crédibles pour être utilisées dans des processus juridiques quand il y a des défis de données qui traduisent ou pas. Oui, alors, merci. Ma réponse simple, c'est qu'il y a des protocoles standards qui sont utilisés pour évaluer la pollution. Il y a plusieurs standards. US, yes, par exemple, la France, entre autres. Donc, il y a certains standards, les Royaume-Uni également. Donc, quand on mène des évaluations, on compare par rapport à ce qui est acceptable. Quand on utilise ces standards, les données collectées ne sont pas remises en cause. Quand vous faites cela et que c'est dans près des limites, on ne risque pas. Mais quand c'est au-delà de ces standards, c'est clair. Il y a d'autres oui, il y a d'autres standards aussi sur lesquels on peut se fier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà pourquoi c'est important d'impliquer les experts, puisqu'ils vont pouvoir savoir comment interpréter les données. Ils doivent aider les communautés à renforcer les preuves. Si. Question importante. Sur la sécurité, notamment dans le cas des communautés euh, qui veulent faire du suivi dans des zones affectées par les conflits. En ce qui concerne la sécurité, la protection, comment intégrer cela dans le plaidoyer, dans l'action et dans la collecte de données. Donc, que soit le panéliste qui veuille intervenir, allez-y. Oui, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, essentiellement, c'est que pour les communautés qui recueillent des données dans des contextes d'insécurité ou bien où il y a des conflits, comment intégrer ces questions dans la collecte d'éléments de preuve et aussi dans le plaidoyer? Oui, c'est vraiment très important, merci. Vous savez, il faut reconnaître à nouveau les tendances. Les défenseurs de l'environnement sont des cibles euh, il faut face aux violences, aux menaces, intimidations, on le voit dans le monde entier, dans le cas de l'extraction minière. Il y a différentes stratégies dans différents endroits au Brésil, dans les projets de suivi, dans l'extraction du fer, dans les communautés. Les membres de la communauté collectent les données et envoient via un portail anonyme qui est dans une ville et qui sont publiés dans le travail de plaidoyer. Donc, il y a une possibilité d'anonymiser les possibles problèmes de vengeance ou de menaces. Autre stratégie, ça pourrait de rechercher des alliés publics fiables peuvent publier les résultats
ou que ce soit des universitaires, des ONG, les organisations d'aide légale, qui peuvent être la, la personne publique, alors que les communautés peuvent aider dans le cadre de l'expertise. euh, mais en tout cas, ça permet d'avoir des évaluations de risque, quels sont les résultats possibles et quelles sont les manières de se protéger. Alors, euh, une petite pause. Est-ce qu'un panéliste veut apporter un complément? Oui, allez-y. Oui, pour rebondir, ce que vous dites, les défenseurs, effectivement, sont une cible. Les données collectées, en tout cas, doivent être utilisées. C'est important par les parties pertinentes. Et il faut reconnaître que les données sont exactes et peuvent montrer des politiques, des réglementations qui ne marchent pas, que ce soit auprès des agences de régulation ou auprès des compagnies minières. Donc, il faut faire valoir le droit en utilisant les ONG, les entités internationales dans les tribunaux pour avoir une reconnaissance nationale. Parce que nous sommes en train de développer un mémorandum avec notre conseil et nous voulons vraiment que ce programme soit reconnu. Donc, plus vous formalisez ces choses, plus ça pousse le gouvernement à obliger le gouvernement à protéger nos défenseurs. Merci. Oui, il y avait une autre question qui portait sur le fait que quand les communautés veulent entreprendre des actions, donc quels sont les rôles, les ressources? Là, vais vous mettre le feu des projecteurs, mais je serais ravie d'entendre des autres panélistes. De quel soutien ont besoin les communautés pour se lancer, pour travailler de leur côté, quels sont les outils dont elles ont besoin pour le suivi et où est-ce qu'elles peuvent chercher justement des ressources pour le soutien. Merci pour votre question. Par exemple, il faut commencer par l'observation. Qu'est-ce que les communautés peuvent voir? C'est le premier pas. Il y a des changes, il faut le noter et demander si ça constitue un dossier à- à- avant de chercher ce dont ils ont besoin. Donc, il faut contacter. Ensuite, nous, on a un proverbe. Si vous ne vendez pas votre maladie, vous n'allez pas trouver le remède pour votre maladie. Donc, il faut contacter les gens, faire savoir ce qui se passe afin que quelqu'un vienne en aide. Et il faut aussi établir un réseau. Une fois que vous avez un réseau, et on apprend plus, puisque généralement, on partage les informations. Et on sait ce que les autres ont fait avant. À partir de là, on peut toujours contacter quelqu'un afin d'être aidé. Donc, ça commence toujours par une observation, une série de questions. Et quand c'est concret, les outils dont vous avez besoin, par exemple, un suivi de qualité de l'air, et peut-être qu'il faudra installer quelque chose dans la communauté. Et c'est une intervention spécifique. Donc, commencez en tout cas par ce que vous avez, mais c'est d'abord l'observation afin de communauté
communiquer précisément. Par exemple, il y a une communauté, ce dernier, où nous sommes rendus, on n'a pas pu les entendre. Et la communauté, mais, il disait que la rivière était polluée. Ils ont envoyé une bouteille d'1,5 litre et auprès d'un partenaire qui était dans le coin. Voilà, une des manières avec à laquelle nous avons pu évaluer. Donc voilà, pas besoin de genre de filtres très sophistiqués. Oui, je me rappelle du conseil d'un scientifique. Si ce qui vous préoccupe, c'est l'eau, s'il n'y a pas de ressources, mettez-le dans une bouteille avec une étiquette le jour de la collecte et puis chercher de l'aide. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Je crois que je vais juste réitérer ce que Robina a dit. Une observation précoce peut être vraiment hum, forte que pour documenter l'extraction, c'est pas forcément analytique et complexe. Des images, des photos, des notes verbales, des orales ou écrites sur votre téléphone, l'utilisation d'un site web en communauté, ça peut être très important. Un exemple, dans un procès, l'impact de l'extraction minière était clair sur les images satellites, mais c'était pas très bien documenté. C'est dans les ressources en eau, sur comment c'était affecté, et donc ça peut être vraiment fort. Il va un peu commencer par ça. Merci beaucoup. Et je pense que on n'a pas plus de temps pour les questions. Désolée si on n'a pas pu répondre à tout. Il y en avait beaucoup dans le chat. En tout cas, c'est sûr qu'on donnera un suivi là-dessus. Merci beaucoup à tous les panélistes. Donc, je vais vous demander encore 30 secondes pour partager un conseil, un élément à retenir pour inviter à procéder à un suivi dans les communautés. Jack, Rowena, Annick. Alors, je dirais que, comme vous l'avez vu dans les présentations et dans les questions dans le chat, les communautés ne sont pas seules. On n'est pas seul face à ces problèmes pour essayer de trouver une solution. Donc, recherchez des alliés, vos alliés dans les communautés voisines, dans votre pays, auprès des universités, des organisations légales, des syndicats de mineurs peuvent être aussi des alliés. Et puis, il y a des alliés au niveau international, avec des joailliers, des investisseurs. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Et en utilisant vos connaissances, euh, ça aidera beaucoup. Rina? Oui, merci. Outre ce que vous avez déjà dit, je dirais que les communautés doivent essayer de tout documenter, tout ce qui est observé de manière cohérente et systématique. C'est un point de départ. Une fois que c'est complété avec des mesures fiables, les éléments de preuve seront euh, utilisés pour remettre en cause ce que les autorités ou les compagnies disent. Donc, il faut bien enregistrer tout, euh, même si ça paraît pas grand-chose. Oui, des options, comme vous l'avez déjà dit, nous montrent des éléments de preuve clairs. Merci.
Annie, cher Nick, un conseil ou une leçon à retenir? Oui, aux communautés, je leur dirais que je pense que le processus de développement du suivi, bien, pour se faire, faites un mapping des ressources que vous avez sur votre territoire et identifier l'utilisation des ressources traditionnelles. Et voyez comment vous pouvez faire le suivi, la gestion. Avant la gestion, il y a le suivi. Voilà pourquoi un programme de suivi est un outil qui permet de mener un plaidoyer euh, contre la destruction et l'accaparement de territoire. Pour partir du mapping au suivi, il faut vraiment aller de l'avant. Merci en tout cas et n'hésitez pas à contacter tous ceux qui peuvent vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beth, c'est de dire d'ajouter quelque chose parce que vous avez déjà dit. Alors, je reviens sur la documentation, sur développer un plan, euh, réunissez une équipe avant de faire le suivi, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, afin de comprendre tous ensemble comment établir des priorités dans les efforts, les ressources, le temps, l'argent. Ça aidera bien à, à bien organiser, à pouvoir bien défendre les données que vous allez présenter. Merci à tous de nous avoir offert cet espace. Merci James, à vous. Le dernier mot, 30 secondes, afin que d'autres personnes puissent envisager le suivi. Je ne sais pas si vous êtes encore là, James. J'espère que oui. Bien. Peut-être qu'elle n'est plus là. En tout cas, merci pour vos commentaires, tout ce que vous avez partagé, vos expériences, vos connaissances. C'est un plaisir de modérer cette conversation. À vous, Carlos. Merci beaucoup, Sienna. Merci à toutes et à tous pour les 5 minutes de plus que nous avons consacrées. Merci aux intervenants pour votre générosité. Très rapidement, et nous savons qu'il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va en tout cas compiler tout cela, on va les envoyer aux panélistes et avec leur aide, on vous enverra un document pour répondre à ces questions, pour envoyer des informations complémentaires. On enverra tout cela avec les enregistrements, la présentation au cours des prochains jours. Merci à nouveau à toutes et à tous de nous avoir rejoints, d'avoir participé. Donc, tenez-vous au courant des prochaines opportunités et bonne